Ça va les gars, salut. Salut. Tout va bien? Impeccable. Tranquille. Ok, vous avez passé une bonne journée. On fait comme d'habitude du coup. On est enregistre l'épisode 10. Ok. Ouais. Super, comme d'habitude. Vous savez ce que vous avez à dire? Oui. Vous l'avez préparé? Oui. Bah très bien. On commence? Ok. Ouais. On fait comme à l'entraînement, quoi. Exactement. Ok. Comme on a fait avant. Ok. T'as l'air... Ouais, mais après, Perspective. je vais pas savoir quoi dire après. Mais Non, parce rappelle-toi que... rappelle-toi ce que tu nous as dit tout à l'heure. Comme à Oui. l'entraînement. Ok, on fait comme à l'entraînement. On fait comme à l'entraînement. On fait Sûr, comme à c'est bon. l'entraînement. On fait comme à l'entraînement. Ça enregistre, là? Ça enregistre. Je sais plus ce que je dois dire. Je sais plus ce que je dois faire. Je perds mes moyens. Comment on fait pour, justement, toi, tu devrais savoir comment on fait justement quand on passe de l'entraînement au moment où on doit y aller. Pour justement garder tout Et ça. ouais, hein. Et ouais. C'est justement le but, le sujet de cet épisode qu'on fait ensemble. Comment on fait pour passer de l'entraînement à la compétition, ou de l'entraînement en tout cas au moment où on a un enjeu. Exactement. Car ça nous est arrivé à tous, a priori, ou en tout cas on connaît tous quelqu'un à qui ça s'est manifesté, ce fait de se retrouver, bien que préparé, face à la feuille blanche, par exemple, pour les étudiants. La feuille blanche. La feuille blanche, ou alors un oral qu'on a pourtant préparé, où on perd ses moyens, ou alors être le meilleur à l'entraînement et perdre ses moyens aussi en compétition. Et pourtant, c'est ça qui est fou, c'est qu'on s'entraîne pour ça. Mais exactement. Et c'est donc effectivement ce pourquoi on va vous parler. Donc bienvenue à tous, bien évidemment, sur le podcast du sport à la loupe, dans ce 10e épisode du Mental à la loupe avec Jonathan Bell-Legroux, Salut. qui, ne vous inquiétez pas, n'a pas perdu tous ses moyens, bien évidemment. On sait pas, peut-être. Mais On va voir. justement, il va vous donner les clés pour passer. On l'a souvent dit, effectivement. Il y a parfois, on va réviser ou on va s'entraîner à fond. Et dès qu'on fait, on doit à un moment donné être bon, fort, parce qu'il y a soit un examen, soit il y a un match, soit il y a quelque chose. On a l'impression de ne plus savoir faire, d'avoir tout oublié, d'être perdu. D'être perdu. Et le but de l'épisode, c'est d'arriver à se retrouver. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Forcément, nous, ce qui nous a mis en piste un peu sur ce thème-là, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est des phrases entendues ici et là, du type « fais comme à l'entraînement » ou « prends plaisir comme à l'entraînement ». Fais-toi plaisir en compétition, fais comme si c'était un entraînement, détends-toi, tranquille. Sans pression. Te mets pas la pression. Vraiment, souviens-toi ce que tu fais à l'entraînement et refais exactement la même chose. Sauf que refaire exactement la même chose sous pression, ou en tout cas dans un contexte différent, c'est quasiment impossible. Même si on prend un autre contexte que celui du sport, eh ben, en école de médecine, on va s'entraîner à faire des gestes médicaux, voire chirurgicaux, sur plein de fois. Et à un moment donné, on va le faire sur un humain. Et ça sera pas les mêmes conditions, et ça sera pas les mêmes L'enjeu n'est pas le réactions. même. L'enjeu sera pas le même. Et donc, normalement, on n'a pas les mêmes réactions non plus. Le but de l'entraînement, c'est de se préparer à la compétition. Alors là, évidemment, quand on va parler d'entraînement et de compétition, on parlera de compétition au sens très large. Je vous propose ce cadre-là, que par exemple, ça peut être si certains auditeurs décident de courir 10 km sur une course, même s'ils n'ont pas d'enjeu de temps, ça reste quand même une situation de compète. On va parler de compète sous forme d'échéance située dans le temps, où il y a intérêt à être bon, ou en tout cas il y a intérêt à être prêt pour tel jour, telle heure. Non négociable. Le départ de la course, il a lieu à 9h. Si j'ai envie de dire non, je ne suis pas prêt, venez, on part à 10. Il partira à 9h quand même. Il partira à 9h quand même. Donc, ça va être la situation. En fait, on ne peut pas comparer ces deux contextes. Et c'est souvent une erreur, c'est qu'on compare ces deux contextes et on essaye de les différencier. À l'entraînement, j'ai des partenaires. J'ai des partenaires lorsque je cours, j'ai des partenaires lorsque je boxe, j'ai des partenaires lorsque je joue un sport de raquette, j'ai des partenaires d'entraînement. Je n'ai pas d'adversaire, en fait. Et même si j'ai une situation de jeu, ça reste quand même une situation avec des partenaires qui sont
en train de jouer à faire les adversaires. Alors qu'en compétition, j'ai des adversaires. Et dans certains sports, j'ai des partenaires également, mais la plupart du temps, je vais avoir des adversaires contre lesquels je vais peut-être m'affronter directement comme dans les sports de combat, ou alors en alterné, par exemple en natation synchro, les autres équipes sont nos adversaires. À l'entraînement, il y a peu de spectateurs, voire pas du tout. Très souvent, il n'y en a C'est pas. vrai. En compétition, il y a des spectateurs. À l'entraînement, si une situation ne va pas jusqu'au résultat voulu, on peut siffler, on revient, on refait. Donc je peux refaire. En compétition, je ne peux pas refaire. Non, excusez-moi, faux départ. J'étais pas prêt pour le 100 mètres. Venez, on refait. Donc non, ça n'existe pas. Donc rien que parce que ces deux univers-là ont autant de points de différence, on ne peut pas faire comme à l'entraînement. Et pour notre cerveau, c'est presque une erreur système. Lorsqu'on demande à quelqu'un de faire comme quand il n'y a pas de public, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'enjeu temporel, il n'y a pas de règles, le cerveau il ne va pas pouvoir. Ça le met en défaut. Pour un athlète, c'est inutile de vouloir reproduire le même niveau en match qu'à l'entraînement. En fait. Enfin, c'est tellement différent. Quelque part, oui. Ouais, d'accord. En tout cas, ça ne peut pas être la quête principale. Mentalement, ça met en défaut notre cerveau. Ce qu'on doit pouvoir faire, c'est s'appuyer sur l'entraînement pour adapter nos comportements en situation d'enjeu de pression. Ce que je veux dire par là, c'est que le but de l'entraînement, c'est de créer du stress pour que le corps s'adapte, pour que le mental s'adapte, et ça a pour grande finalité de créer de la confiance. La confiance, ça se crée à l'entraînement. Tu t'es pas entraîné, tu peux pas avoir confiance pour un examen de médecine ou pour un match de foot. Donc, le but de l'entraînement, c'est de créer de la confiance. Le but de la compétition, c'est de retransférer cette confiance en situation de performance pour repousser les barrières. Mais par exemple, tous ceux qui veulent aller en compétition en disant « il faut que je gagne cette compétition pour avoir confiance en moi », ils se gourrent. Il faut avoir confiance en soi pour pouvoir aller, pour pouvoir être bon dans la compétition. En fait, au milieu, il y a un espèce de pont. Et en fait, il faut trouver aussi justement ces clés ou en tout cas ces solutions pour franchir ce pont. Oui. De l'entraînement à la compétition. Mais comme tu le dis, il y a un pont. Et souvent, le pont qu'on imagine, classiquement, c'est un pont où tout se passe bien, comme si c'était cohérent, en fait. C'est juste une traversée. Je suis bon à l'entraînement, donc je vais être bon en compétition. Et cette cohérence-là, elle est fausse. C'est-à-dire que la compétition, ça se prépare avec le contexte de compétition, avec les attentes, avec le regard, avec la télé, avec tout ça. Donc en fait, on construit son pont. Donc on construit le pont et faut se projeter dessus. On verra après comment. Ensuite, ce pont-là, il est aussi pensé avec des maximes qui ont quand même la peau assez dur, le cuir assez dur. Par exemple, une maxime du type entraînement difficile, compétition facile. Par exemple. Alors ça, c'est une bêtise. Parce que, sans nom. Parce que entraînement difficile, compétition difficile. La compétition, elle est difficile tout le temps. Des fois, elle est très difficile. Par exemple, je suis numéro 1 mondial dans ma discipline et j'affronte un petit jeune mort de faim, moins bien classé. La compétition, si je me dis entraînement difficile, compétition facile, là, je vais vite me rendre compte que ça va être difficile parce qu'en fait, j'ai pas le droit de perdre contre ce gars-là. Oui, ou c'est pas imaginable. C'est pas imaginable que je perde. Donc là, souvent, les premiers tours, d'ailleurs, dans plein de sports, où les phases de qualification sont les plus compliquées, en fait. Parce que on se dit, non, mais là, c'est facile, c'est les qualifs. Et en fait, non, c'est dur tout de suite. Oui, c'est dur tout de suite. Donc, des fois, c'est très dur, et des fois, c'est juste dur. Mais la compétition, c'est dur tout le temps. Et d'ailleurs, c'est souvent là où il y a le plus d'imprévus. Absolument. Parce que justement, on les maîtrise moins. Parce que si on va plus loin dans la compétition, on sait, entre guillemets, sur qui on tombe, ou la force en tout cas de nos adversaires.
Mais comme on l'a dit aussi dans notre podcast précédent, quand on n'a rien à perdre, on fait aussi une compétition différemment. Donc, par exemple, c'est comme tu expliques là, ces petits jeunes qui auraient qu'un rêve, effectivement, c'est de sortir des grands. Et ça, c'est déjà produit, bien évidemment. Ouais. Ils n'ont rien à perdre. Rien. Et quand on se prépare mal pour ça, ou qu'on se prépare pas de la même manière en se disant non, mais parce qu'il a un niveau inférieur, donc forcément, c'est simple. C'est là où, justement, on peut peut-être perdre davantage. Oui, complètement. Donc, l'idée, c'est d'arriver à s'ancrer dans la tête que l'entraînement, si c'est difficile, la compétition sera difficile. Donc, l'objectif, c'est bien d'avoir un entraînement difficile, à toute proportion gardée, hein. Mais pour pas être dans le déni de la compétition en se disant la compète va être facile. Non. La compète va être dure, donc l'entraînement est dur. Et comme ça donne une espèce de cohérence. Et là, d'un coup, on a une espèce... Si je reprends ton image du pont, on a à chaque rive du pont des rives égales et cohérentes. Oui, sinon il va être deux biais. Sinon, il va être deux biais, le pont. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'ajouter des stresseurs à l'entraînement, de rendre l'entraînement le plus proche possible de la compétition, parce qu'on ne peut pas rendre la compétition proche de l'entraînement. Ça ne va pas être possible. On ne peut pas dire, excusez-moi, dans le Stade de France... Mettez-moi de la pluie, s'il vous plaît. Voilà, nous, quand on s'entraîne, on a moins de monde. Ce serait bien quand même si vous pouviez sortir un peu, au moins le début du match. Revenez à la mi-temps. On va pas pouvoir. Est-ce que par l'hypnose, on peut pas justement simuler un peu cet état-là ? Est-ce qu'un athlète peut se mettre en auto-hypnose pendant une compétition et croire qu'il est à l'entraînement ? Ah, c'est drôle. Alors oui, on peut le faire par deux outils. On peut le faire par l'hypnose, puisque l'hypnose ou l'auto-hypnose, donc un athlète peut très bien se mettre dans un état d'hypnose tout seul et puis recréer le climat de la compétition. Maintenant, on peut aussi le faire par l'imagerie mentale. Donc, j'imagine. Donc, quelque part, c'est déjà un début d'état d'hypnose, mais plutôt soft, on va dire. Très souvent, d'ailleurs, en escalade, moi, je bosse beaucoup avec des grimpeurs, enfin dans plein de sports individuels, mais beaucoup avec des grimpeurs où, en imagerie, ils vont repérer leur voie, ils vont faire les mouvements, ils vont imaginer aller en haut de la voie, et puis ensuite, ils vont se mettre dans le contexte de, imaginons, on a deux étapes phares en France, c'est de Coupe du Monde, c'est l'étape de Briançon et l'étape de Chamonix. Là, cette fois-ci, j'imagine qu'il y a le public de Briançon qui est complètement fou. C'est une compète incroyable. Si vous avez l'occasion d'y passer, c'est génial. Il y a le public qui est déchaîné. C'est le meilleur public du monde, je pense. On est sur le circuit escalade. Il y a tout le public derrière. Il y a les baffes. Il fait nuit. Il y a le mur et tout. Et donc, ils se mettent en condition avec l'imagerie mentale. Et là, c'est très intéressant parce qu'on en fait tous de l'imagerie mentale. Si par exemple un athlète ou encore une fois un étudiant ou quelqu'un qui est en train de préparer une présentation de projet fait de l'imagerie en imaginant que tout se passe bien, il vient conditionner le pont, la suite de son entraînement. Mais s'il imagine que tout se passe mal, et ça va plutôt être le cas, hein. Il y a des gens qui, par exemple, quand ils veulent prendre la parole en public, il faut quand même se rappeler que la prise de parole en public, c'est la peur numéro 1 en Occident, hein, avant la peur de la mort. Hein. Ça veut quand même dire... Devant la mort. Ah ouais, ça veut quand même dire que tu vois, tu préfères prendre la parole en public ou mourir ? Non, plutôt mourir. Enfin, ça va loin. D'où l'expression, en général, ouais. plutôt mourir. Et ça veut dire, si j'imagine que lorsque je suis en situation de présentation en public, je bafouille, que tout le monde rigole et tout, je viens de faire de l'imagerie qui va me conditionner à bosser plus et retourner à l'entraînement pour encore mieux me préparer, ou alors aller en situation de compète, ou en tout cas d'enjeu, avec davantage de stress et de pression. Donc, toute l'idée, c'est de comprendre qu'on va utiliser la phase d'entraînement pour préparer la compétition. Donc, par exemple, au moment où je m'entraîne, essayer de me mettre le plus possible en condition de réalisation. Donc, en condition où, mentalement, je me dis, OK, là, j'ai pas le choix. Cette voie-là, il faut que je la réussisse. Ou alors, ce combat-là, faut que les 20 premières secondes, c'est la finale des championnats du monde. Et jouer avec son esprit. Parce qu'évidemment, on ne peut pas rajouter des spectateurs, même si aujourd'hui, on s'est mis en situation, on a créé des stades où on peut mettre le bruit des spectateurs. On peut... C'est vrai. Pendant le Covid, on l'a fait. Pendant le Covid, on l'a fait.
On l'a vu sur les Jeux de Tokyo 2021. On l'a vu dans la préparation de certains matchs de l'équipe France pendant la dernière Coupe du Monde de rugby. Des situations où on approche, on efface le plus possible les frontières. Le pont se rétrécit en fait. Exact. Et c'est le but. On recrée un peu l'atmosphère, quoi. C'est d'effacer ces frontières-là. Donc de temps en temps, mettre en situation en disant, écoute, là, voilà, on part sur cet exercice-là, par contre, tu dois le réussir du premier coup. Ou alors, bah tiens, finalement, on va jouer, finalement, retard, ok, tu joues dans 5 minutes, puis finalement, non, tu vas jouer dans 10 parce qu'il y a un retard, et pourtant, on est en compétition, mais on fait monter le stress. Autrement dit, on rend l'entraînement inconfortable. Je pense également, parfois, à l'entraînement, on va simuler une faute d'arbitrage aussi, dans le sport collectif. Absolument, une faute d'arbitrage pour justement créer ce contexte qu'on retrouvera en compétition d'une manière ou d'une autre. Notre cerveau, il a besoin pour se projeter dans quelque chose de sortir du fantasme et de l'imaginaire et d'essayer de se baser sur des choses qu'on sait et qu'on a fait par le passé. Autrement dit, sur l'entraînement. Maintenant, on peut utiliser notre faculté d'imagination pour programmer un peu en partant de l'entraînement ce qu'on veut voir se produire en compète. Et là, c'est assez intéressant parce que saviez-vous que si on programme des difficultés, on a plus de chances de s'en sortir? Si on programme, si on se projette rencontrant des difficultés, Donc dans des situations, du coup ouais, eh ben, on a plus de chances de s'en sortir que si on imaginait forcément que le positif, D'accord. que la victoire, quoi. que la victoire. Eh ben, il y a plusieurs études qui ont montré ça et qui montrent en fait ce qu'on appelle l'implémentation d'intention, c'est-à-dire le fait de se projeter dans quelque chose, mais pas de manière positive. Le côté ultra positif, imagine que ta compète se passe super bien, imagine que tu grimpes super bien, que tu joues super bien, imagine que tu parles super bien lorsque tu es dans ta présentation à ton oral. Et ben en fait, ça ne fonctionne que sur 16% des gens. Ah ouais. Par contre, imagine que tout ne se passe pas bien, mais que l'héroïne ou le héros Trouver la solution. trouve la solution et rebondit. Imagine que lors de ton oral, tu bafouilles et que tu reprends derrière avec une blague et que tu enchaînes magnifiquement bien. Eh bien, en fait, on préprogramme le cerveau, le mental, non seulement à ne pas avoir peur des erreurs, mais en plus à avoir déjà des backups de solutions. Pouvoir rebondir, comme on dit. Exact. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, par exemple, une situation qu'on a bossée à l'entraînement, imaginer une situation problématique en compétition où ce qu'on a bossé à l'entraînement va ressortir. Donc là, on fait le lien entre l'entraînement et la compétition. On se dit, tiens, il va y avoir des erreurs en compète et je vais reproduire ce que j'ai bossé. Et donc, l'idée, c'est de planter en fait mentalement des intentions de correction. Et donc ça c'est une excellente façon. Si je donnais un exemple, c'est dans la préparation d'un examen ou encore une fois d'une voie d'escalade ou encore une fois d'un combat de boxe ou de n'importe quel sport, c'est imagine tout se passe bien, d'accord, ça y est, tu l'as fait, généralement ils n'ont pas besoin de moi. Oui, bizarrement, okay. ouais. Maintenant imagine que tout ne se passe pas bien, mais que tu t'en sors quand même. Et là c'est plus intéressant. Parce qu'en fait, on est plus proche du réel, on est plus proche du climat de compétition, on est plus proche de la pression. Imagine que tu te fais écraser par la pression, alors tu fais quoi? Et ça les force du coup à imaginer des solutions, oui. Ou en tout cas des moyens de se dire, imaginons si on prend l'escalade, c'est d'un seul coup, ah ma main imaginons elle a glissé, ouais. Ou mon pied a glissé. Mais je remets mes pieds quand même, Voilà. J'avais prévu que ça pouvait arriver. Donc j'ai par exemple déjà vu des points où à un moment je peux aller me rattraper par exemple. Exact. Je sais que ça c'est possible. En fait, ce que ça soulève comme question, cette différence entre l'entraînement et la compétition, souvent on veut que l'entraînement soit trop confortable. Et on veut Parce que ça reste un entraînement. Parce que ça reste un entraînement. Alors, je dis pas que l'entraînement doit être inconfortable tout le temps. Je dis que, parce que forcément, un athlète qui s'entraîne 2 fois par jour, c'est son métier. Et dans n'importe quel autre métier, on n'aime pas être dans l'inconfort tout le temps. Tout le temps, ni même 50% du temps. Voilà. Mais on le sait tous que ça arrive.
Mais on le sait tous que ça arrive, et il vaut mieux en fait que ça arrive par choix plus que par dépit. Tout à fait. Donc il vaut mieux choisir l'inconfort en disant voilà, moi, il y a 3 entraînements où je ne sais pas ce qui va m'arriver. L'entraîneur ne m'a pas dit. Le préparateur physique m'a pas dit si j'allais avoir 4 ou 5 cycles ou 6 cycles de rameur à faire. Je ne sais pas. Mais comme je ne sais pas si mon match, je vais le sortir en 1 heure ou en 1h30 ou en 2. Donc c'est le même, je ne sais pas. Donc c'est rendre l'entraînement imprévisible, stressant, et encore une fois, pas tout le temps, mais être sur le bord de l'inconfort. En tout cas, s'en approcher. Et c'est, la deuxième étape, c'est de pas sublimer la compète. Tout va pas bien se passer. La compétition va être dure et il va y avoir des imprévus. Et ces imprévus-là, essayons de les prévoir au maximum pour éviter d'aller en compétition juste avec comme référentiel l'entraînement, mais en ayant aussi comme référentiel nos capacités d'adaptation. Autrement dit, on essaie d'enlever les points d'interrogation qu'on a sur les situations d'enjeu. Exemple, je vais sur un examen et j'ai bien révisé mes fiches et je me visualise ayant la panne de la feuille blanche. Et au lieu que ça me tétanise, je me vois respirer, réorganiser mes pensées, quels sont les auteurs que je connais bien, quels sont les sujets que je connais bien, écrire un peu sur le brouillon, souffler, boire un coup, sortir, aller aux toilettes, revenir, et puis ensuite je vois cette feuille blanche se remplir ensuite. Eh bien, c'est un cas qui est plausible, qui n'est pas confortable, qu'on essaye d'éviter justement par la révision, mais qui est plausible. Donc préparons-nous à cette option-là. C'est marrant comme des fois on a un peu d'appréhension à imaginer les difficultés. Parce qu'en fait on s'arrête aux difficultés, on ne se voit pas trouver des solutions. Or, si on trouve des solutions, donc l'implémentation d'intention, ça c'est le terme complexe pour dire ça, on a beaucoup plus de chances d'être plus efficace en situation d'enjeu. Il y a un mois, on parlait des croyances limitantes, et je sais que souvent en sport, on dit qu'il ne faut pas être trop bon à l'entraînement, à la compétition. Pourquoi est-ce qu'on pense ça ? C'est un peu un truc qui traîne, quoi. Ouais, t'as raison. Parce que si t'as fait un très bon entraînement avant la compète, ça peut te donner beaucoup de confiance et ça peut te donner envie de faire il y a 3 jours, j'ai fait un super entraînement. Du coup, j'ai tout intérêt à faire ce que j'ai fait il y a 3 jours. Donc là, on revient sur la problématique qu'on évoquait au début. Mais l'autre option est vraie aussi. C'est-à-dire, j'ai fait un mauvais entraînement. Donc tu es en alerte en fait, un petit peu. Ouais, tu es en alerte. Ouais. Là par exemple, moi ça m'est arrivé cet hiver, une athlète qui fait pas un bon entraînement et qui derrière prend un vol long courrier pour partir en tournoi. Mais elle monte dans l'avion avec ses valises, ce dernier entraînement qui était assez pourri. Et du coup, ça la travaille. Et puis, son premier match, c'était un sport de raquette. Son premier match, c'est pas hyper bien passé parce qu'elle est arrivée en se disant mon dernier entraînement n'était pas dingue, donc j'arrive pas avec la confiance que j'aurais voulu avoir, puisque c'est dans l'entraînement qu'on vient chercher de la confiance. Et là, c'était intéressant parce qu'en fait, elle a switché à partir du moment où on a un peu discuté de tout ça, et on s'est dit, mais le but de l'entraînement, c'est de construire de la confiance par rapport à l'adaptation, pas par rapport au résultat. C'est-à-dire qu'un bon entraînement, c'est pas un entraînement où tu réussis des choses, c'est un entraînement où tu apprends des choses. Et bien des personnes, parce qu'ils ont réussi quelque chose à l'entraînement ou en répétition, par exemple à l'entraînement bien sûr pour un sportif, mais aussi lorsqu'ils ont réussi à réciter, je ne sais pas moi, une poésie ou un texte parce qu'ils font du théâtre, ou alors une présentation présentée dans leur salon à leur peluche, ils se disent j'ai réussi donc j'ai confiance. Non, le but de l'entraînement c'était d'apprendre à maîtriser le temps, maîtriser les silences, maîtriser l'art oratoire. Mais le but n'était pas de convaincre tes peluches. D'ailleurs, très souvent, même dans le sport amateur, on se vante de battre un tel ou un tel à l'entraînement, alors que ça n'a pas forcément de valeur, quoi. Oui, et moi j'allais dire surtout, c'est que c'est pas parce qu'on réussit une fois qu'on va réussir 2 fois aussi. Et en plus. Donc le but vraiment de l'entraînement, c'est d'apprendre. Ensuite, la compétition, c'est de restituer. Maintenant, tu as des champions de l'entraînement. Et tu as des champions de la compète, mais tu as des champions de l'entraînement. Voilà, c'est ça.
Et champion de l'entraînement, On en connaît quelques-uns. ouais, on en connaît quelques-uns qui vraiment à l'entraînement sont des bêtes avec des qualités physiques extraordinaires et tout. Là, souvent, c'est pas tant la difficulté de lisser les deux contextes, c'est le point de vue que la personne va avoir individuellement sur ces deux contextes. Je vais m'expliquer pour que ce soit plus clair. C'est pas que l'entraînement est pas assez dur, pas assez. C'est juste qu'en fait, dans un contexte dénué de pression, dénué d'attente et tout, il va avoir plus de facilité à être libre, à se libérer et tout. Maintenant, ce que ça montre, c'est que souvent c'est l'aspect émotionnel. Et donc, forcément, l'émotionnel va être très personnel. C'est en compétition, j'ai pas le droit de passer à côté, ou alors je suis regardé, je suis attendu, voire comme je suis le meilleur à l'entraînement, j'ai pas le droit de passer, de pas être le meilleur en compétition. Si, t'as le droit en fait, en vrai. En vrai, t'as le droit. Bah, bien sûr. Mais si tu te donnais le droit, peut-être que ça te mettrait moins la pression et donc du coup, tu serais plus en situation comme à l'entraînement. Mais il y a ça aussi, se donner le droit. Ouais. Tu as prononcé le mot attente à l'instant. On sait que dans environ 1 mois et demi, il y a une petite compétition qui se déroule à Paris, je crois. Très bientôt, oui. Ouais. Et justement, souvent, comme c'est tous les 4 ans, on dit qu'il y a plus de pression. Parce que du coup, il y a plus de travail qui est fait en amont. Et donc, c'est encore plus de pression en compétition. Comment est-ce qu'on gère ça, du coup Fréquence de 4 ans, du coup. Alors, fréquence de 4 ans, déjà, on travaille en plus, toi, pas tu as des athlètes, ça, effectivement, qui sont sélectionnés. Oui, il y a pas mal. On dit le travail de 4 ans se juge en 1 seconde ou en 1 heure, enfin, peu importe. Bon, est-ce que c'est vrai? Alors, en 1 seconde, je crois pas, mais en tout cas, en moins de 10 secondes, ça c'est pour sûr pour le le 100 mètres. Ouais. Mais en 1 journée pour le triathlon, pour certaines courses, c'est incroyable. Ouais, bah, moi, il y a pas mal d'athlètes qui sont au jeu, là. Maintenant, cette pression-là, elle est là. Elle sera là. Il y aura la pression. Sur les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Mais sur n'importe quelle compétition, de la pression, il y en a. La pression, elle vient de 2 choses. Les attentes qu'on pense que les autres vont avoir. Donc 68 millions de Français, si je considère qu'ils attendent de moi aujourd'hui d'avoir la médaille, alors qu'il n'y a personne, il n'y a pas 68 millions de Français qui m'ont passé un petit coup de fil pour me dire écoute, franchement, c'est aujourd'hui, hein, t'as intérêt. Hein. Mais si j'imagine ça, j'imagine des attentes, j'attribue des attentes à papa, à maman, à l'entraîneur et tout. À ces fameux cercles, encore une fois, comme on disait. Exact, les fameux cercles des premiers épisodes. Si vous ne les avez pas écoutés, écoutez ça. Et ben là, ces attentes-là vont venir m'écraser. Après, il y a les attentes aussi que moi, je peux me donner, genre... je peux pas rater aujourd'hui, c'est mes derniers Jeux Olympiques, si je réussis pas ça, j'ai pas réussi ma vie. Bref, ça c'est aussi des attentes perso. Donc ça c'est la pression. L'autre double pression, on est à Paris. Double pression. Ensuite, il y a aussi un autre phénomène de la pression, c'est que je me juge par rapport à un idéal. Donc on a tous une image de nous, on s'imagine ici, par exemple, on a l'idéal de soi, on a le soi réel. Donc ce que je suis réellement, avec mes défauts et tout. Il y a le soi idéalisé, donc c'est ce que j'imagine que je suis capable de faire. Mais en fait, c'est pas sûr du tout. Et on a tous en fait un écart entre ces deux soi-là, qui peut être plus ou moins grand, et dans lequel vient s'insérer ou pas la pression. Donc maintenant sur les jeux, une fois que la pression, elle est là, elle se prépare. Et elle se prépare, pas en 1 mois, 1 mois et demi. Hein. Pour certains, on a commencé à préparer ça il y a 3 ans. Elle se prépare sur préparer un peu des patterns, des routines, des habitudes. Se préparer à avoir la caméra beaucoup plus braquée sur nous. On travaille ça. Ouais. Se préparer à répondre aux questions auxquelles on n'a pas forcément envie de répondre. Et se préparer des réponses toutes faites automatiques. Par exemple, il va y avoir plein de fois la réponse « Alors, vous êtes prêts ?» Non. Je vous le dirai tout à l'heure si je suis prêt. Hein. Et ça va être entendu. Donc ça, en fait, on programme une réponse automatique parce qu'en fait, pour la dire avec le sourire et avec beaucoup de bienveillance parce que c'est les médias. Mais en plus, c'est pas forcément ce qu'ils vont penser. C'est ça qui est... Non, mais voilà, la pression, elle va venir de l'environnement.
Et le but, c'est d'anticiper comment l'environnement va être. Par exemple, sur une piste d'athlée, on peut imaginer que le public français va attendre des célébrations un peu différentes que celles qu'elle voit d'habitude au début, au start de la piste. Et est-ce que je vais faire une célébration spéciale pour le public français qui sera juste derrière, ou est-ce que, parce que le public est juste derrière, je décide de ne pas jouer avec et je ne fais pas de célébration particulière? Est-ce que je suis prêt à ce que, au moment de la piste, si je reste sur cet exemple, les caméras passent plus de temps sur moi parce que je suis l'athlète français? Ah, Donc ça se travaille en amont du coup. Ça se travaille. Est-ce que comment je réagis par rapport aux médias? Quels médias j'accepte? Quels médias j'accepte pas? Qu'est-ce que je vais dire sur les réseaux? Qui gère mes réseaux? Parce que forcément, il n'y a pas de décalage horaire pour recevoir les messages. Donc, on va être dans de l'instantané et chaque athlète va avoir, en tout cas ça est déjà prévu, hein, en tout cas, une gestion de ses réseaux sur à quel moment je coupe, à quel moment je coupe pas, à quel moment je reprends, qui répond. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que je fais bien de regarder ou est-ce que je fais... Ouais. Parce qu'il y a des choses, ça dépend ce que j'ai fait. Peut-être qu'aussi là, je vais avoir des choses négatives, peut-être positives, etc. Sur quoi je m'arrête, sur quoi je... Mais longtemps avant, c'est intéressant. Où là, typiquement, moi, des fois, avec l'hypnose, on fait des sessions parce que l'hypnose a cette faculté, presque comme la réalité virtuelle, d'être très, très immersive. OK, ça y est, imagine, tu es au jeu, ou tu es sur une compétition qualificative. Voilà. Tiens, il y a un journaliste qui arrive, il te pose des questions que tu n'as pas envie d'entendre. Regarde-toi trouver des solutions, regarde-toi réagir, regarde... et regarde, tu n'as pas l'habitude, mais là, il y a une queue pour avoir des autographes. Et alors que la plupart du temps, tu vois, on s'est pas quitté, mais là, d'un coup, mais regarde sur le mur, waouh, il y a une photo, il y a une photo de toi, elle fait 10 mètres de haut. Et voilà, tout ça, on le prépare. Et il faut le préparer. Et il faut le préparer. Ça reste sur l'implémentation d'intention, c'est-à-dire, par exemple, je passe sur Rivoli pendant les jeux, je vois ma tête partout, poum, 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 en route pour les jeux. J'ai pas fait un super match la veille, ou j'ai pas fait une super phase de qualif. Je vois ça, je réagis comment? Je fais alors je fais c'est moi. J'ai préparé. Je me suis préparé à ça. Tout en sachant une chose, c'est que aujourd'hui, ça a été mesuré ça par le CIO, c'est que dans les pays organisateurs, il y a à peu près 55% d'athlètes qui font une dépression post-Jeux Olympiques. Ce qui n'est pas étonnant, c'est tellement un événement énorme, il y a tellement de... C'est tellement énorme, c'est-à-dire qu'en fait, moi je le vois, hein, je travaille avec certains athlètes dans des disciplines qui sont méconnues. Personne ne regarde d'habitude. Et qui vont être sous le feu des projecteurs pendant et là, ça fait des mois que progressivement, ils sont sous le feu des projecteurs, ils sont approchés par des grandes marques. Quand ils vont faire des émissions, des choses comme ça, on leur envoie la limo, des costumes, et ils arrivent et tout. Passer les jeux, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, il n'y a plus de limousine qui vient te chercher. Mais quand on y pense, il n'y a plus les costumes. Faire des jeux dans son pays, c'est un truc qui arrive à très peu de personnes. Ça arrive, ça arrive quasiment jamais. Et ça n'arrivera plus après. Et c'est pour ça qu'il y a une pression supplémentaire dessus. Il y a une pression supplémentaire parce qu'en fait, chaque émission te rappelle que tu es en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, il faut jouer ce jeu-là parce que ça fait partie du game, ça fait partie de l'orga des jeux. Donc, et ça, on s'entraîne à la pression aussi. On ne la fait pas disparaître, mais on s'entraîne à la pression. Et ça, c'est dès l'entraînement. Et il y a aussi le côté où justement, parce que comme on se met tellement, enfin ils se mettent, parce que pas nous, mais ils se mettent tellement du coup dans ces projections, cette imagerie, ils essaient ou autre, mais il y a aussi un autre point après, c'est malgré tout, il faut quand même que tu les vives à fond, que tu les ressentes. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce paradoxe entre j'ai besoin de réfléchir, de me préparer effectivement avant parce que j'ai besoin d'anticiper le maximum de choses. Comment est-ce que par contre je déverrouille aussi le côté où moi il faut que je puisse les vivre à fond, à 100%. Et bien en fait, il faut arriver à essayer de choisir quels sont les endroits où la pression peut me toucher. Par exemple, les spectateurs peuvent faire venir de la bonne pression pour certains.
Et en fait, c'est un peu comme si on avait un panneau de contrôle où on teste, tiens, ça peut faire monter la pression, mais c'est pas la bonne. Les médias, les questions, les réseaux sociaux, par exemple, se balader sur le village et tout. Donc ça, on va plutôt trouver des solutions pour diminuer ça. Par contre, depuis que français, je pousse ce bouton, ok, ça c'est bien mal. Ça, En c'est un fait, booster. ça c'est un booster. Et pour certains, c'est pas du tout un booster. Donc, on va essayer de trouver les paramètres qui vont être à la fois uniques et utiles pour l'athlète, pour faire en sorte de jouer avec cette pression et d'avoir que la bonne, quoi. Par rapport à ce que Sandra disait avant, toi, quand tu coaches les athlètes pour les Jeux de Paris, est-ce que tu conseilles de profiter un peu de ce qu'il y a autour, vraiment de rester focus sur sa compétition? C'est un équilibre instable. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, je n'ai pas 20 ans. Oui. Si j'avais 20 ans, oui. je dirais pas ce que je pourrais me penser aujourd'hui, tu vois. Et puis 20 ans, tu as d'autres jeux par la suite, c'est pas la même que les derniers. Maintenant, je vois chez les athlètes top niveau, en tout cas ceux qui... Proche retraite, du coup. Alors proche retraite, ou en tout cas la médaille d'or, quoi. Qui visent la médaille, qui visent pas autre chose que la médaille d'or, qui sont potentiellement médaillables. Bon, généralement, ceux-là, c'est cérémonie, t'oublies, village olympique, t'oublies. Tout ce qui va me faire perdre de l'énergie, je l'ai listé et je le fuis. Tout ce qui me donne de l'énergie, je l'ai listé et je le privilégie. Et je suis pas là pour la fête, je suis là pour le taf. Et Donc, ça, oui, mais un qui est un peu certains, entre les deux, un qui a de l'ambition mais qui vise pas forcément l'or, c'est pas facile de trouver cet équilibre entre profiter des jeux et être performant. mais je en pense fait, que c'est un choix après aussi. c'est faut imaginer que tu as une perf à faire et que c'est un peu comme l'image que je prends, et peut-être qu'on l'a pris ensemble déjà sur un épisode, c'est l'image du permis de conduire, c'est-à-dire tu profites pas des masses pendant le permis de conduire, tu profites après quand tu as le permis de conduire. Ouais. Donc, c'est sûr. Profiter des jeux, oui, une fois que tu as terminé, carrément. Tu vois, bien sûr. Mais pendant que tu es en train de bosser et de passer ton examen pour quelque chose pour lequel tu t'es préparé pendant 3 ans, pendant 8 pour certains, c'est pas le moment de... Enfin, tu profites pas là. En gros, ce qui est bien, c'est de faire son épreuve au début des jeux et après de profiter, quoi. Ouais, là, c'est le top. Là, c'est le top, effectivement. Maintenant, Ouais. Non, ce qu'on dit souvent, Maintenant, profite de la vie à l'instant T, ou profite de l'événement à l'instant T pour justement ne pas regretter après et de l'avoir pleinement vécu comme tu devais le vivre, par exemple. Ouais, mais par contre, tu as raison. Ça veut dire que certains vont avoir besoin de temps en temps soupape et d'alterner, en fait. D'autres sont clairement en mission pour la médaille et tout est déjà organisé. On connaît leur journée, on connaît à quel moment ils font quoi. Enfin, tout est maîtrisé comme du papier à la musique, pas du papier à lettres. Arrête, est-ce qu'il y en a pas qui n'ont pas cette faculté de pouvoir refocus assez rapidement? Oui. Parce que pareil, ça c'est... Il y en a qui ont besoin de pas sortir de leur... Il y en a qui ont besoin d'être très très focus. Ouais. Il y en a qui ont besoin de dégoupiller un coup, de sortir, de prendre ce bain de foule, mais qui n'ont aucun mal à profiter des retourner à un moment à se dire, ok, là je me reconcentre dans le... Mais ça veut dire, souvent ça a été abordé avant. Pour toi, des jeux réussis, c'est quoi? Ouais, voilà. Oui. Pour toi, avoir profité des jeux, voilà. Qu'est-ce que tu auras fait à la fin des Jeux Olympiques, au-delà du résultat, qui t'apportera de la satisfaction, et qu'est-ce que tu pourrais regretter? Et c'est quoi les réponses en général? les réponses, c'est être passé à côté du public, d'avoir trop été centré sur moi, donc de ne pas avoir su profiter du public. Je suis pas très étonnée pour cette réponse. Ouais, de ne pas avoir profité aussi avec la famille. Mais tu vois, c'est rare que la cérémonie d'ouverture soit présente dans les réponses. Alors, profiter des jeux, c'est souvent famille, public. C'est cette espèce de communion avec le public qui est très très fort. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, un athlète il y a le public qui est en bas et puis qui passe pas de temps avec, pourrait avoir cette impression d'être passé à côté des jeux. Du coup, un athlète peut gagner les JO, mais du coup, c'est regret de ne pas partager plus tard. Complètement. Ouais. Et tu peux avoir gagné les jeux sans avoir réussi tes jeux parce qu'il leur a manqué quelque chose. Voilà. Parce que tu n'as pas pris l'ampleur, tu vois, tu n'as pas savouré. Et en même temps, des jeux pas réussis
Bah, ça peut être des jeux aussi où on s'est fait bouffer par cette effervescence ludique et festive. Ouais. Parce que et là, ça demande une sacrée maturité que d'arriver à se dire, bah là, je prends le réfectoire par exemple. Dans le réfectoire des Jeux Olympiques, tu as toutes les nourritures du monde, c'est ouvert H24, tu peux manger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, Ouais. tous les plats du monde. Bon, ben, c'est pas le moment de faire la fiesta Tout quand goûter. tu vois, quand t'es dans des sports à qualité de poids. Mais même après, hein, il y a une anecdote comme ça un sport de combat et il avait repris 8 kilos juste après son combat parce qu'il était tout le temps au réfectoire à goûter tous les plats. Ouais, mais en fait, c'est des 8 kilos. Déjà, c'est des kilos dégueulasses. Ils vont être compliqués à reperdre, ceux-là et tout. Et en fait, tu repars et tu fais, ouais, j'ai bien profité des Jeux. Ouais, mais en fait, après, septembre, octobre, l'entraînement reprend. Puis là, tu te dis que tu t'es peut-être gouré de définition du mot profiter. C'est sûr. Donc, pas se laisser emballer, savoir ce qu'on vient chercher, ce qui peut être une situation réussie. Et si on transfère ça sur plutôt le commun des mortels, une situation réussie, par exemple, sur un séminaire où vous faites une présentation à l'oral, peut-être que c'est pas de faire une présentation parfaite, mais plutôt une présentation qui touche 2-3 personnes et qui crée ensuite des liens, des relations de travail. Ça sera largement une opération réussie, quoi. Donc voilà, on est parti loin. Hein. Ouais. Mais moi, j'étais déjà au jeu en plus là. Donc, Ah bah oui. bah Bah oui. oui. Moi, j'étais partie dans tout ça. Mais non, c'est vrai que c'est intéressant justement de voir. Et puis après, on sait aussi que chaque personne est différente. Donc, elle appréhende différemment. Mais je me dis quand même que ces jeux vont être très particuliers pour tous ces athlètes. Oui. Enfin là, on prend l'exemple bien évidemment des jeux. Hein, mais, Ouais, c'est unique. Et je terminerai sur une chose auquel on n'a pas forcément assez bossé. Alors moi, ça fait des années que je travaille avec des athlètes, que des fois je dis à des entraîneurs ou à des fédérations qu'il faut qu'on prépare à la pression et qu'une bonne manière aussi de préparer à la pression, je pense pas qu'on l'ait bien fait d'ailleurs. C'est un peu mon regret, on verra ce que ça va donner. Une bonne manière de préparer à la pression, c'est tout ce qu'on a dit là, mais c'est aussi de préparer l'après. Et donc, tu parlais de dépression justement. Ouais, justement de dépression. Ouais. Parce que la dépression post-jeu pour les pays organisateurs ne tient pas en compte des résultats. C'est-à-dire qu'on peut réussir, faire une dépression, rater, faire une contre-perf, faire une dépression. Donc ça, et c'est hommes, femmes, tout confondu. Et donc, une bonne manière de gérer cette pression-là et de diminuer la charge sur la compétition, c'est de rappeler qu'après, il y a encore autre chose et que l'entraînement reprend. Alors justement, j'ai une question. Est-ce que les Olympiens, ils ont déjà planifié la saison d'après ou on est tellement focus sur les Jeux qu'on pense même pas à ce qu'il y a en septembre? Alors, ça dépend. Ça fait partie, moi, des questions que, clairement, on pose. L'objectif, c'est quand même d'avoir aucun athlète cette fois-ci qui fait de dépression parce que après Tokyo, Rio, c'était pas vraiment le cas. Et après Londres non plus. Donc là, 4e jeu... à ma petite mesure, j'ai essayé. On verra ce que ça va donner. D'accord. Mais par contre, c'est... Mais les visions long terme peuvent être justement bénéfiques. Ouais, la vision long terme, mais même la vision, tu fais quoi la semaine d'après? Alors certains ont dit... Je dors. Selon la médaille, peut-être qu'il y aura des plateaux télé à faire et tout, je laisse tout libre. Donc je dis, ok, donc là en fait, tu laisses la médaille, donc un juge, un arbitre, un adversaire, décider de ce que tu vas faire la semaine d'après. Et ensuite, les médias. Ça se trouve, aucun média voudra de toi. Peut-être qu'ils voudront de toi 3 semaines plus tard. Donc, en fait, toi, tu es en train de donner une semaine de ta vie à un truc que tu ne contrôles pas. Quoi. Ouais. Ah ouais. Peut-être que je vais prendre un billet d'avion que je peux annuler à la dernière minute, échangeable, remboursable et tout et tout. Mais en fait, certains ont prévu de rien prévoir, mais derrière, c'est rarement la bonne solution. D'autres ont prévu des déplacements. Moi, je pars en vacances. Tu sais où? Non, je ne sais pas encore où. Bah, c'est pas le lendemain de ta compète que tu vas te poser cette question-là. Vaut mieux, en fait, prévoir avant, quitte à annuler, et prévoir aussi à quel moment je reprends. Tout ça pourra bouger. Ça n'a pas besoin d'être fixe. Mais c'est d'enlever ce point d'interrogation de « et après, quoi d'autre ?» Et dans ces cas, tu mets les jeux comme une étape et non pas comme une finalité. Ouais, parce que sinon, une fois que cette étape réalisée, ou alors
une fois cette étape réalisée, c'est très compliqué. Il y a l'impression il faut tout reconstruire un nouveau chemin. Donc, vaut mieux l'avoir anticipé. Ou le matin de la fin de cette étape, donc le matin où je passe, c'est après aujourd'hui, c'est terminé, quoi. Donc, oulala, mieux vaut rater ça pour se recréer un autre chemin sur d'autres jeux que de réussir ça et ne pas avoir de chemin Là, on revient à derrière. la peur de réussir. Et on revient sur la peur de la réussite dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, mais tout ça se prépare à l'entraînement. Par exemple, en mettant en situation de là, c'est ton combat des jeux. Là, c'est ton combat pour la médaille. Là, c'est ton tir pour la médaille. Et entraîner à ces situations extraordinaires. Plus on les rendra ordinaires à l'entraînement, plus on arrivera à être efficace. On revient au pont du début. Ouais. On revient au pont du début. Voilà. La boucle est bouclée. Non, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a des athlètes qui nous regardent et qui font les jeux, Déjà, bonne chance. voilà, déjà bonne chance effectivement, mais et même pour nos auditeurs, effectivement, ça fait longtemps maintenant que ces athlètes se préparent. En plus, ils ont eu pour certains, ils ont eu leur sélection il n'y a pas si longtemps. En tout cas, ils savent qu'ils vont aux Jeux, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont commencé à se préparer, et ça, on l'a pas abordé, mais qui ont commencé à se préparer parce que ils ont cette échéance. Mm-hmm. Qui malheureusement ne sont pas forcément sélectionnés, où il y a pu y avoir des blessures aussi entre-temps, il y a pu y avoir pas mal de choses, donc ça aussi c'est compliqué à... certainement très compliqué à appréhender aussi, mais il y en a aussi beaucoup qui ont cette chance de pouvoir aller aux Jeux, qui plus est à Paris, on le sait que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, comme on le dit, de pouvoir vivre les Jeux chez nous, qu'on ait le bon âge, qu'on soit au bon niveau pour pouvoir les faire, c'est quand même beaucoup de paramètres qui du coup se recollent à un bon moment. Et on leur souhaite en tout cas tout le... La réussite. Non, parce que du coup j'allais dire les médailles, mais non, on va pas vous mettre une pression. La réussite. Même si les Français, bien évidemment, on vise personne, mais on a envie en tout cas qu'ils soient magnifiques chez nous. Mais voilà, en tout cas on pense à tous ces athlètes qui ont préparé tout ça très durement, et qui ont pris du temps pour tout ça. Moi, si je devais souhaiter quelque chose, parce que la chance, j'aime pas trop la chance parce que ça donne un truc un peu détaché de ce qui est en notre pouvoir, c'est de souhaiter, et aux auditeurs aussi qui sont dans des choses qui sont en train de leur tenir à cœur et des enjeux divers et variés, c'est de souhaiter de se fabriquer de bons souvenirs. C'est-à-dire que à terme, que ça ne soit pas un souvenir acide, amer, plein de remords, non, mais un bon souvenir. Et un bon souvenir, ça te donnera envie de faire d'autres choses qui fabriqueront encore d'autres bons souvenirs. Et je pense déjà avec ça, on a une bonne base, quoi. Tu vois, tu as des athlètes, des fois, ils m'ont dit, moi, je me suis fabriqué un bon souvenir parce que j'ai fait un super combat. Je suis passé à côté, l'arbitre n'a pas été bon, le machin. Mais le souvenir, il est bon. Donc, dans 10 ans, ça restera un bon souvenir. Dans 20 ans, ça restera un bon souvenir. Bon, c'est gagné. C'est gagné. On peut pas faire mieux que ça. Ouais, non, mais je sais pas. Non, mais c'est effectivement une très bonne chose ce que tu viens de dire. Les jeux en eux-mêmes sont effectivement déjà à la base doivent être un bon souvenir, et même pour nous en tant que Français, parce qu'au final ça nous concerne aussi, on sait que ça va être un bon souvenir. Mm-hmm. Enfin, on l'espère. On vit dans la capitale, donc il y a des choses qui vont pas être un bon souvenir, mais pour ces athlètes, pareil, effectivement. Enfin, je trouve ça bien. Créez-vous ça, profitez malgré tout, amusez-vous si on peut le dire. Ouais, avec ce que vous mettez derrière comme définition. Bien évidemment, bien évidemment. Continuez à bien vous préparer. Merci beaucoup en tout cas, Jonathan. Merci. Avec plaisir, les amis. Et donc là, vous voyez, on vous a fait donc tout ce cheminement depuis septembre jusqu'à donc là en juin pour les Jeux Olympiques qui arrivent. Normalement, on vous a vous aussi préparé, en tout cas, pour regarder les Jeux, peut-être participer aux Jeux, mais peut-être vous avez aussi mieux compris le cheminement de tous ces athlètes, ce par quoi ils sont passés, en tout cas, pour être dans 1 mois et demi à peu près, justement, devant nous et à performer de la plus belle des manières pour eux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi.
Pareil, on vous met tout, en tout cas dans la barre d'infos, les réseaux de Jonathan avec également IPM Sport. N'hésitez pas à nous dire justement si vous allez si vous avez vos billets pour les jeux, si vous allez ou quel athlète vous allez supporter, si vous avez peut-être une préférence même d'une discipline. N'hésitez pas à nous dire tout ça, on sera ravis de pouvoir vous lire. Abonnez-vous à notre chaîne, vous pouvez écouter ce podcast également en audio sur toutes les plateformes de podcast. Salut à tous. Salut.